Vous sentez? C'est la douce odeur du faquin, du type qui parle d'un sujet qu'il ne connaît pas. Et c'est pas moi qui le dis, c'est lui-même. Je précise dès le départ avant qu'on m'emmerde, je ne suis pas un expert en art. Et donc ma question est la suivante, pourquoi est-ce qu'il parle d'un sujet qu'il ne connaît pas? Pourquoi parler d'un sujet qu'on ne maîtrise pas? Et surtout, pour toi, spectateur, pourquoi regarderais-tu quelqu'un qui parle d'un sujet qu'il ne connaît pas? Est-ce que tu penses apprendre quelque chose? Est-ce que tu penses réussir à comprendre quelque chose en écoutant quelqu'un qui ne sait absolument pas de quoi il parle? Quel est le projet? Explique-moi, quel est le projet? Alors bien évidemment, notre ami Bruno a une explication de pourquoi est-ce qu'il parle d'un sujet qu'il ne maîtrise pas, et cette explication, c'est ça. Et dans cette vidéo, je vais surtout m'intéresser à l'art contemporain dans l'espace public, et celui qui est financé avec nos impôts. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec cette explication-là, beaucoup de mal tout simplement parce que je ne suis pas démocrate pour éviter ça justement. La démocratie, ça te pousse à te faire croire que ton opinion est légitime sur absolument tous les sujets. Tu n'y connais rien sur un sujet, normalement tu n'as pas d'opinion sur ce sujet-là. Je n'ai pas d'opinion sur comment est-ce qu'on gère un hôpital, tout simplement parce que je n'y connais rien. Je ne saurais même pas par où commencer. Et vu que Bruno n'y connaît rien en art et encore moins en art contemporain, il est normal que Bruno, on ne le consulte pas pour savoir ce qu'on va faire de l'argent public, quelles œuvres on va financer, comment est-ce qu'on va financer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des critiques à faire. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, on ne consultera jamais Bruno Le Salé, parce que Bruno Le Salé n'y connaît strictement rien, et son avis, on n'en a rien à foutre. Il se pourrait que la politique culturelle de la France soit excellente, il se pourrait qu'elle soit médiocre, de toute façon, Bruno serait bien incapable de faire la différence, vu qu'encore une fois, il n'y connaît rien. Donc je réitère ma question, quel est le projet de venir écouter Bruno Le Salé, un type qui n'y connaît strictement rien, dans le sujet dont il va parler pendant 26 minutes? Quel est le projet? À quoi tu penses dans ta tête quand tu dis je clique, il n'y connaît rien, mais je clique? De toute façon, le but de la vidéo, c'est pas de faire un cours sur l'histoire de l'art. Voilà, maintenant que c'est posé pour les casse-couilles spébranlentes intellectuelles, on va pouvoir s'y mettre. Et bien évidemment, il va insulter directement les personnes qui pourraient le reprendre, tout simplement pour dire oui, de toute façon, les méchants, ils sont méchants avec moi, et moi qui suis si gentil avec vous, et qui vous informe sur les méfaits de l'art contemporain, et là-bas, il y a les dangereux élitistes, ils aiment pas qu'on dise de la merde. Alors qu'en fait, en vrai, il serait le premier à venir râler si on disait de la merde sur son manga préféré, son petit animé préféré, il serait le premier à venir chouiner. Sauf qu'il a beau insulter les gens qui auront la patience de le corriger, parce que c'est ça dont il s'agit, une correction en bonne et due forme. En fait, il dit quand même beaucoup de conneries dans sa vidéo. Il a beau dire oui, non mais tu comprends, tu vois, c'est pas le but de la vidéo. Mon but de la vidéo, c'est de parler de l'art contemporain dans l'espace public, tu vois, mais bon, il peut pas faire ça lui, mais enfin, vous avez compris. Le problème, c'est qu'il va quand même parler de l'histoire de l'art. Le problème, c'est qu'il va quand même dire beaucoup de merde sur l'histoire de l'art. Donc pourquoi s'il en parle, c'est pas le sujet de sa vidéo? Depuis l'Antiquité, les artistes ont amélioré leur technique de génération en génération et créé de nouveaux outils pour tendre vers l'excellence et produire les œuvres les plus belles et de la meilleure qualité possible. On parle de mimésis, en gros l'imitation du réel. Et ça commence plutôt mal parce qu'il va parler de mimésis, d'imitation du réel. Alors, en fait, on sent que c'est déjà le bordel dans sa tête, c'est-à-dire qu'en fait, la mimésis, c'est un concept grec qui a notamment été développé par Platon, qui détestait la mimésis, et par Aristote, qui était beaucoup plus favorable. Alors, comme je l'ai dit, Platon est plutôt opposé à la mimésis, de toute façon, il est opposé de manière générale aux artistes, parce que pour lui, les artistes vont créer de l'illusion, notamment en imitant le réel, ils vont créer une illusion qui va empêcher les gens d'accéder au monde des idées. Alors qu'au contraire, Aristote va être plutôt favorable, parce que pour lui, la mimésis, ça va être plutôt une représentation du réel. On n'est pas dans l'imitation pure, on est dans la représentation du réel. Et si vous voulez en savoir plus, c'est dans Poétique. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour éviter de raconter trop de conneries, mais rien qu'avec ça, rien qu'en voyant Platon, en fait, on se rend bien compte que c'est pas aussi lisse, pas aussi uniforme que ce que peut bien vouloir nous raconter Bruno Le Salé. Il n'y avait pas un côté, oui, la mimésis c'était parfait, c'était génial, c'était le bon vieux temps, et puis à un moment donné, on a arrêté la mimésis, c'était terrible, j'ai pleuré. Et durant le XXe siècle, il y a eu un grand changement dans l'art. Un nouveau courant s'est créé, rejetant la rigueur des arts académiques, où le mimésis, on va dire, était la norme. Cherchant la liberté et cassant les codes, à vrai dire, ça avait déjà commencé au XIXe siècle, par exemple, avec l'impressionniste Claude Monet, ou Van Gogh qui était expressionniste. On voit très bien avec leurs œuvres cette rupture qu'il y a avec l'art conventionnel basé sur le mimésis. Mais on garde une technique, un travail qui font que leurs œuvres disent quelque chose et peuvent être appréciées. Il va falloir définir technique. T'es au courant, Bruno? Il va falloir définir technique. Oui? Tu comprends ou pas? Parce qu'en fait, la technique, c'est tout et n'importe quoi, la technique. La technique, par exemple, si je veux faire une toile abstraite sur ma toile blanche, je veux juste jeter de la peinture dessus, et ben ce sera ça ma technique, ça va être le jeter de peinture. C'est une technique picturale. Donc en fait, non, il n'y a pas de rejet de la technique, il y a l'invention d'autres techniques. Mais la technique existe toujours. Et puis admettons, je te montre ce tableau-là. Bon, si tu connais un peu rien en histoire de l'art, tu sais pas ce que c'est. Et tu vas me dire, ouais, non, mais ça, c'est de la merde contemporaine, tu vois, c'est abstrait, c'est de la merde. Et en fait, c'est un tableau de Monet. D'accord? C'est un des derniers tableaux de Monet sur la fin de sa vie, ça doit dater de 1920, un truc comme ça. Et c'est un pont, un pont. Et là, il y a technique ou il n'y a pas technique?
Moi, je sais qu'il y a une technique, mais toi, visiblement, t'as pas l'air de le savoir, parce que là, t'es là, oui, non, mais Monet, tu vois, il y a encore un peu de technique, tu vois, parce que je sais pas, tu dois penser à ça ou bien à ça. Mais est-ce que là, tu te dis, il y a encore de la technique? Et si tu essaies de t'en sortir en disant, oui, mais il y a encore un peu de technique, parce que voilà, c'est encore un peu figuratif, ok, pourquoi est-ce que là-dessus, il y aurait de la technique, et là-dessus, il n'y en aurait pas? En fait, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, tu n'y connais rien, et du coup, tu es là en train d'inventer, de dire, oui, chez Monet, il y a encore un peu de technique. Il faut bien savoir que Monet a été décrié à l'époque pour sa technique, et les impressionnistes, au début, ils étaient détestés par une partie de la critique. Et le mot impressionnisme, vous le savez, l'anecdote est connue, il vient d'une insulte qui a été faite par un critique. Les générations suivantes d'artistes ont continué à casser les codes et à déconstruire l'art jusqu'à ce qu'on arrive en 1960 à l'une des catégories qui rend le commun des mortels les ignares le plus confus, l'art conceptuel ou le ready-made. L'art n'est maintenant plus défini par ses propriétés esthétiques mais seulement par des idées ou des concepts. Alors là, j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que tu mélanges l'art conceptuel et le ready-made. Je veux bien comprendre que l'art conceptuel s'inscrit dans la continuité du ready-made dans l'histoire de l'art, mais tu peux pas mélanger les deux. C'est pas complètement la même chose. On est d'accord que c'est pas complètement la même chose. Et là, tu nous parles de propriété esthétique, mais là, il y a un vrai problème, surtout avec ce que tu racontes avec ton discours. Ce problème, c'est qu'on s'en bat les couilles de savoir si une œuvre d'art est belle. Et là, je vais te parler d'un texte que j'ai lu il y a très peu de temps parce que justement, je voulais te répondre et puis je suis tombé dessus totalement par hasard. C'est un texte de Tolstoï qui s'appelle Qu'est-ce que l'art? Et donc, dans Qu'est-ce que l'art, en fait, il va reprendre les différentes définitions du beau, les différentes définitions du l'art qu'il connaissait à son époque, avec des philosophes comme Kant, comme Schopenhauer, comme Hegel, etc. Et il va balayer tout ça, il va dire non, mais en fait, tous ces philosophes-là, ils sont là en train d'essayer de tordre la définition de l'art, la définition du beau, pour faire rentrer les œuvres qui leur plaisent dedans. Et il donne un exemple, il dit oui, il y a un penseur, pour lui, l'art ne pouvait pas être moral, parce que si jamais l'art était moral, eh bien Shakespeare, notamment Roméo et Juliette, ne pourrait pas être de l'art. Or, Roméo et Juliette, c'est forcément de l'art, donc il faut qu'on modifie la définition de l'art pour que Roméo et Juliette rentrent dans la définition de l'art. Je ne sais pas si je me suis fait très bien comprendre. Et Tolstoï va prendre le problème à l'envers, il va dire bah, moi je ne vais pas faire une définition de l'art en fonction des œuvres que j'ai envie qui appartiennent à l'art, parce qu'en fait tout simplement ça voudrait dire mettre juste simplement les œuvres qui te plaisent, les œuvres que toi tu trouves belles dans l'art et puis rejeter tout le reste. Moi je vais essayer de faire une définition sans ça, et donc pour lui l'art ça va être plus quelque chose qui va véhiculer une émotion. Donc déjà ta conception du beau dans l'art c'était déjà rejeté au 19e siècle. Ta conception de l'art est déjà caduque au 19e. Et crois-moi, c'était pas pour encenser l'art de son époque, parce qu'il détestait Monet, il détestait Verlaine, il détestait Baudelaire. Bref, il détestait tout le monde. Cette œuvre s'appelle Vomi triste. Par ce vomi essentiellement composé de 8-6 et de méga poulets Sodebo, l'artiste a voulu montrer le quotidien désastreux d'un prolétaire. Donc là, tu es en train de nous faire un petit caca nerveux pour nous expliquer cette œuvre d'art, etc. Et j'ai envie de te prendre à ton propre piège. Au début, tu étais là, oui, la mimésis. Enfin non, tu disais le mimésis, le mimésis. Sauf que là, est-ce qu'on n'est pas en pleine mimésis? Est-ce qu'on n'est pas en pleine représentation du réel au travers de cette œuvre d'art? Parce que la mimésis, il n'y a pas forcément de notion de beau avec. D'ailleurs, c'était bien ce qui posait problème à Platon. Donc on fait quoi? Et c'est pareil, vous êtes tous les mêmes, on est d'accord, vous êtes tous les mêmes, vous êtes tous interchangeables. Si admettons, moi je te montre un film qui montre le réel, comme là, qui est vraiment comme ça, un film naturaliste, comme ça, qui va te montrer les gens souffrir dans les champs, travailler, qu'est-ce que tu vas nous dire? Tu vas nous dire qu'on se fait chier? Que toi tu veux des pam pam boum boum? Faut savoir, vous voulez une représentation du réel ou vous ne voulez pas une représentation du réel? Donc ça c'est dans le meilleur des cas, sinon l'artiste en art conceptuel peut décider de ne donner aucun nom à son œuvre, ni aucune explication. Il pose juste une chaise perchée dans un arbre et c'est à nous d'interpréter. Bonjour. Bonjour. Alors dites-nous, où est l'œuvre d'art? Elle est en haut en fait, il faut lever la tête. Nous levons la tête effectivement. Voilà. Attends. En fait, surtout l'artiste nous donne aucune interprétation de son œuvre. C'est à vous, spectateurs, de d'interpréter cette œuvre à votre manière en fait. Donc par exemple, si moi là, qui ne suis pas du tout un amateur, un artiste chevronné, si je posais une chaise là au milieu de la place, selon vous, ça serait de l'art? Oui. Pardon? En fait, c'est la démarche qui est importante, c'est sortir l'objet de son contexte. Là, après, si vous la posez au milieu de la place, le problème c'est que les gens peuvent toujours s'asseoir. Si vous la retournez, par contre, les gens peuvent plus s'asseoir et on peut dire Qu'est-ce que tu me racontes? Montrer cet extrait est particulièrement malhonnête, parce qu'en fait, ce que tu veux faire, c'est faire rire, d'accord? C'est que tu veux faire rire tes abonnés, voilà, vous voulez ricaner, voilà. C'était ce qu'on disait avec le rire de Bergson, vous êtes tous à la même table et vous présupposez que vous allez tous vous marrer ensemble en vous foutant de la gueule de ce pauvre mec qui est en train de t'expliquer l'œuvre d'art d'un type qui a mis une chaise dans un arbre. Sauf que le mec, il fait plutôt bien son travail. Moi qui suis pas à ta table et qui suis pas en train de rigoler, moi je trouve que le mec, il fait bien son travail. Le mec, c'est un médiateur. C'est un médiateur culturel et le mec il va essayer de t'expliquer, ok, mais justement, ok, l'artiste il a fait ça, c'est à toi de réfléchir, c'est à toi de penser, et puis l'autre il lui dit, pour rigoler, ouais, si moi je mets ma chaise là, c'est de l'art et tout, puis, enfin Vincent Lapierre c'est pas une lumière non plus, tu vois. Et puis l'autre il lui dit, oui, mais du coup, oui, ça peut être une œuvre d'art, mais du coup il faudrait détourner l'objet pour que justement ça soit une œuvre d'art,
On sent qu'il y a une réelle volonté de la part de ce mec-là de t'expliquer ce que c'est que l'art. Mais toi, tu préfères rajouter des blagues par-dessus pour qu'on n'entende de toute façon pas son développement, pour pouvoir se foutre de sa gueule. Mais en fait, t'as juste pas voulu réfléchir. On est d'accord, c'est juste ça, c'est que t'as pas voulu réfléchir. Ton public d'aliéné lobotomisé, il fallait qu'il ait des boum 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 pour comme ça, il peut rigoler avec toi. Et surtout, Bruno Le Salé ne répond pas à la question. Ça fait quoi s'il faut interpréter une œuvre d'art? Est-ce qu'en quoi c'est grave si jamais l'artiste dit bon, bah tiens, cette œuvre d'art, tu l'interprètes comme tu la veux? Est-ce qu'on a des explications pour toutes les œuvres d'art? Est-ce qu'il faut une explication? Et encore une fois, il y a une sorte de deux poids, deux mesures. Si jamais vous allez voir un film de Christopher Nolan, vous êtes là, oh mais c'est trop profond, putain, c'est trop profond. Faut que j'aille mettre des théories sur des forums sur Internet pour savoir, pour comprendre pourquoi Tenet, qu'est-ce que Tenet. Ah, mais en fait, moi ce que je vois, c'est que vous avez des bien faibles capacités réflexives. Vous avez juste pas envie de vous poser la question. Vous avez juste la flemme. Mais personne vous y oblige. Et les artistes, eux, ils sont au courant, ils savent bien que le public, du moins une partie du public, va avoir une réaction de rejet, de dégoût, de mépris. Mais ça fait partie du jeu. Qu'on se le dise, et je pense que 99% des gens sont d'accord avec moi, c'est de la branlette intellectuelle et c'est de la merde. Bon, déjà, il faudrait prouver que 99% des personnes sont d'accord avec toi, et puis surtout, il faudrait prouver que ça veut dire quelque chose que 99% des personnes sont d'accord avec toi. Ça, juste un appel à la majorité. C'est, oh, regarde, viens, on va rigoler avec moi, venez, on va se foutre de la gueule, regarde, on est tous d'accord pour dire que c'est de la merde, mais tu ne réfléchis pas, tu comprends bien ce que je veux dire, c'est dire que toi, tu ne réfléchis pas. Venez, regardez, c'est de la branlette intellectuelle. Alors moi, j'ai une question. Quel est le mal à la branlette intellectuelle? Quel est le mal à la branlette? Est-ce que t'es une sorte de curé comme ça qui veut mettre des ceintures de chasteté sur les enfants pour éviter qu'ils se touchent? Est-ce que toi tu vas être le curé qui va vérifier que les enfants ne se tripotent pas le zizi? Est-ce que c'est ça que t'as envie d'être? Parce que moi je peux comprendre que tu as envie de garder ton cerveau chaste. Oui, que tu n'aies pas envie de l'utiliser, que tu te dises non, non, surtout pas, pas d'intelligence, rien qui rentre dans ma tête, aucune réflexion. C'est ton choix, mais laisse les autres se faire du bien. Je veux dire, ton dogme moral de oh mon Dieu, je ne me tripote pas le cerveau parce que ça pourrait me faire du bien et puis ma religion me l'a interdit. C'est très bien, ok. C'est la religion des débiles, ok. Enfin, c'est une religion, t'as compris quoi. Mais fous la paix à ceux qui savent se faire plaisir. On est d'accord, fous la paix à ceux qui savent se faire plaisir. En fait, moi, ça me rappelle simplement la fable du renard et du raisin de La Fontaine. Vous savez, c'est un renard, il est là comme ça, il voit des belles grappes de raisin, et puis il est là comme ça, il a envie d'en manger, il essaie de monter pour essayer d'en prendre, et puis il n'arrive pas. Et puis il essaye encore, et puis il n'y arrive toujours pas. Et puis finalement, il finit par se dire, ah, de toute façon, ce raisin, il avait pas l'air bon. Ah, je pense qu'il y a un profond mépris pour l'art conceptuel parce que tout simplement tu n'y as pas accès. C'est tout. Enfin voilà. Je me demande quand même comment on peut oser s'appeler artiste quand on fait ça. Je veux dire, tu portes le même nom que des personnes qui ont construit des choses magnifiques, en travaillant avec acharnement à en perdre la raison pour certains. Ok, là donc on est vraiment au niveau bas étage, le buste égale le type qui s'est vomi dessus. En fait non. D'accord, il n'y a pas de égal à mettre entre les deux. Et je pense que le type qui a fait cette œuvre d'art-là, qui s'est vomi dessus, ne dirait pas oui, c'est égal à un buste de l'Antiquité grecque. Personne ne dirait ça. D'accord, jamais, aucun moment, il n'y a pas de égal, d'accord? Et c'est pas parce que tous les deux sont des artistes que leur travail vaut la même chose. D'accord, par exemple, toi et moi, nous sommes vidéastes. Certains même osent me qualifier de cet odieux adjectif qu'on appelle youtubeur. Mais tu penses qu'on se vaut, toi et moi? Arrête 30 secondes, on ne se vaut pas, notre travail ne se vaut pas. Moi j'ai pris 30 secondes pour faire des recherches, toi non. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Toi et moi, nous ne sommes pas égaux. Eh bien c'est la même chose pour ce type-là. Et pour ton buste, d'ailleurs, moi, ton buste, moi, si c'est ça, le sommet de l'art que tu as à nous montrer, c'est ce buste-là, mais je suis navré. Enfin, clairement, je vois pas, moi, il n'y a pas d'émotion qui passe particulièrement dans ce buste. En fait, j'ai l'impression que tu fais une fixette sur la technique, parce que pour toi, c'est important la technique, parce que pour toi, la technique, c'est le beau, etc. Mais j'ai surtout l'impression que tu penses l'art juste en termes de décoration. C'est-à-dire, ah, est-ce que je mettrais ce type qui s'est vomi dessus dans mon jardin ou est-ce que je mettrais ce buste? Bah moi, je mettrais le buste, on est d'accord. Je mettrais pas le type qui s'est vomi dans son jardin. Par contre, je préfère voir une exposition avec un type qui s'est vomi dessus plutôt que des bustes. Qu'est-ce qu'un artiste en art conceptuel a produit? Rien, c'est un vide que l'on doit combler nous-mêmes par d'autres pensées. Ok, l'art conceptuel c'est du vide, va falloir le prouver, tu vois, c'est toujours pareil, tu balances des trucs, il faut prouver, voilà, je suis désolé. Et je ne suis pas complètement fermé d'esprit, même si je préfère l'art, on va dire, classique. Je sais pas si c'est le bon terme, mais vous m'avez compris. Art classique, ok, tu n'es pas sûr que ce soit le bon mot, moi j'aimerais bien savoir ce que tu entends par art classique, qu'est-ce que c'est que l'art classique? Moi je connais le classicisme qui est un mouvement en art, mais t'as pas l'air de vouloir parler de ça. Ben disons plutôt que c'est souvent le mauvais de l'art contemporain qui est mis en avant dans les médias et dans l'espace public via nos subventions. Mauvais art contemporain, c'est pareil, sur quels critères, quoi tu parles, enfin voilà, c'est mauvais, bon, va falloir définir ces termes-là, d'accord? Que j'aime bien visuellement le pop art par exemple, même si ça ne dit pas grand chose et que techniquement c'est pas incroyable, mais bon, c'est très coloré, c'est joli. Et puis si c'est pour nous balancer des conneries pareilles, genre le pop art n'est pas techniquement incroyable, mais on s'en fout que ça soit techniquement incroyable, mais surtout, enfin je veux dire, en quoi les tableaux que tu nous montres là, genre celui-là par exemple, est moins techniquement incroyable que, je sais pas, les tableaux de Monet que tu nous montres au début?
Est-ce que toi, tu fais de la peinture? Est-ce que tu es capable de nous dire lequel des deux est le plus techniquement incroyable? Je pense que tu n'en sais strictement rien. Et c'est marrant que tu viennes défendre le pop art, parce qu'en fait, tu nous dis oui, c'est coloré et tout, mais en fait, tu sais qu'il y a un grand artiste contemporain qui aime le pop art et qui s'inspire du pop art. Ah, Jeff Koons, voilà, Jeff Koons, il s'inspire du pop art. Ouais, je suis désolé, Jeff Koons s'inspire du pop art. Bah ouais, c'est pareil, il fait des ballons, c'est coloré, il fait des trucs, tout est coloré, voilà. Et puis c'est kitsch aussi, comme le pop art, c'est un peu kitsch. Et tu aimes, toi, Jeff Koons? Pourquoi tu aimes le pop art et t'aimes pas Jeff Koons? Bah, c'est pareil, vu les critères que t'as donnés, il y a les mêmes, on les retrouve chez les deux. Pourquoi? Mais là où tu m'éclates vraiment, c'est lorsque tu vas dire ça. Le surréalisme, je trouve ça plutôt sympathique aussi. On reste dans un délire très psychédélique et encore une fois, et je trouve ça plutôt intéressant. Le surréalisme est intéressant. Le surréalisme est intéressant, mais ça c'est fabuleux. C'est-à-dire qu'en fait, tu te rends bien compte que intéressant, ça veut tout et rien dire. Ça veut surtout rien dire. Il y a un film que je vais vous donner qui est pas formidable, hein, mais qui s'appelle Captain Fantastic avec Viggo Mortensen, où en fait, à un moment donné, tu vois, il éduque ses enfants la dure dans la forêt. Et puis sa fille, elle fait l'affront de dire qu'elle trouve le livre qu'elle lit intéressant. Et puis là, tout le monde s'arrête et fait oh, mon Dieu, papa, regarde, elle a le dit, le mot interdit. Et parce qu'en fait, intéressant, ça veut rien dire. Et si toi, tu valides le fait que intéressant soit un argument, mais il n'y a pas de souci. Mais c'est-à-dire que moi, Jeff Koons, je trouve ça intéressant. Duchamp, je trouve ça intéressant. Je trouve tout intéressant, il n'y a pas de souci. Tout peut être intéressant. Hein. Bref, revenons à nos moutons. Avant, l'art cherchait à être profond, inspirant et beau. Ou alors l'art qui est inspirant, profond et beau, il va falloir une source. Il va falloir une source parce qu'en fait, tout simplement, je pense que tu balances là en fait tes idées préconçues sur l'art et que c'est fondé sur absolument rien. Parce que par exemple, moi je connais un peintre que j'aime beaucoup qui s'appelle Jérôme Bosch. Genre, je ne sais absolument pas comment ça se prononce. Boch. Et il peint ça. Ou ça. C'est censé être beau, tu penses, ça? Et c'est pas de l'art contemporain, hein, c'est 16e siècle. Hein. Est-ce que tu es là en train de toujours nous dire que c'est profond, inspirant et beau? Et puis surtout, qu'est-ce que c'est que ces mots valises? Qu'est-ce que ça veut dire profond? Qu'est-ce que ça veut dire inspirant? Qu'est-ce que ça veut dire beau? Et puis même là, par exemple, là, dans le retable d'Issenheim, il y a la tentation de Saint-Antoine. Est-ce que ça, c'est censé être beau? Alors techniquement, je veux bien croire qu'il y a le monsieur Matthias Grunenwald, il a un petit toucher, il sait faire avec son pinceau. Hein. Donc tu adores parler technique sans avoir défini le terme. Est-ce que c'est beau? Je sais pas, moi, je pense plutôt que le but, c'est pas d'être beau, c'est dérangeant. On a même une sorte de lépreux en bas, là, c'est dégueulasse. Est-ce qu'en fait, tu comprends que là, j'ai pas eu à chercher très loin, d'accord? J'ai juste puisé dans ma connaissance, je suis pas allé faire de grandes recherches pour trouver ces tableaux-là. Est-ce que tu comprends que tu dois fermer ta gueule? Est-ce que tu comprends pourquoi est-ce que je te réponds, pourquoi est-ce que je t'humilie? Et pourquoi est-ce que je pense que tu aurais dû te taire? Est-ce que tu le comprends, oui ou non? Et puis surtout, quand tu nous parles de profondeur, moi, je comprends tellement pas ce que tu veux dire par profondeur. Parce que quand tu as une œuvre d'art contemporaine, d'art conceptuel qui te dit, voilà, bon, on va réfléchir sur la société, ce monde qui nous entoure, etc. Ce que tu appelles la branlette intellectuelle, ça, ce serait pas profond. Mais un tableau du Moyen-Âge avec un Christ en croix ou un truc comme ça ce serait profond. Et là, je suis pas en train de dénigrer l'œuvre du Moyen-Âge. Hein. Je suis en train d'essayer juste de comprendre la logique derrière l'absence d'intelligence de Bruno le Salé. Et en quoi mon Christ en croix est plus profond que l'urinoir de Duchamp. Maintenant, pour certaines branches de l'art contemporain, ça cherche juste à être nouveau, différent, à faire de la provocation. Donc là, tu nous balances des choses qui sortent de nulle part, bien évidemment. Comme quoi l'art contemporain, ça se voudrait nouveau, différent, de la provoque, etc. Bon, sur quelle source tu te bases? Mais surtout, quel est le problème avec la nouveauté? Quel est le problème avec la différence? Quel est le problème avec la provocation? Où est le problème avec ça? Tu crois que Bosch, là, quand il fait ses tableaux, il provoquait pas? C'était pas nouveau? C'était pas différent? En rejetant le beau, les œuvres sont devenues moches, c'est assez logique, alors je comprends pas pourquoi les défenseurs de l'art contemporain viennent nous casser les couilles quand on dit qu'une œuvre est dégueulasse. Et puis c'est bien marrant de parler du rejet du beau, il n'y a pas forcément nécessairement chez tous les artistes contemporains un rejet du beau, c'est juste que parfois beau n'est pas le critère. Et oui, une œuvre d'art n'est pas nécessairement belle, on vient de le voir avec Tolstoï, puisque tu vas mettre dans beau uniquement ce qui te plaît à toi. Et ce qui te plaît à toi, Dieu merci, ce n'est pas ce qui me plaît à moi. J'ai beaucoup de tares, mais celle-là je ne l'ai pas. Et ce qui me fait bien rire, c'est lorsqu'on demande aux gens ce qu'ils pensent du beau, ce qu'ils trouvent beau. Et du coup, on a quoi? On a Kalchbeut qui a fait il y a 5 ans une vidéo, et je la garde sous le coude juste pour remontrer cet extrait. On va peut-être en reparler une fois de manière plus détaillée, mais j'espère qu'il ne pense plus ça aujourd'hui. Mais il est là, comme ça, en train de tailler, genre, ouais, Picasso, c'est de la merde, un enfant pourrait le faire et tout. Moi, par exemple, je fais de la peinture. Entre autres, j'ai peint ça et ça. C'est plutôt joli, mais ça exprime que dalle. Et il dit, regarde, moi, je passe, alors je sais plus combien de dizaines d'heures, il dit genre 80 heures à faire ce tableau. Mais regardez-moi à quel point c'est dégueulasse son truc. Qu'est-ce que c'est son truc? Son truc, c'est qu'il a pris une pochette d'album des Doors et il l'a refaite en peinture, en grand format. Là, il y a un souci, là, il y a vraiment un souci. C'est-à-dire que là, pour lui, ça c'est beau. Bon, déjà, moi, ça me fait bien rire.
Parce que déjà, je ne trouve pas la pochette d'album des Doors particulièrement belle au départ. Mais surtout, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de t'amuser à passer des dizaines d'heures de ta vie à repeindre un truc qu'on peut imprimer en 30 secondes? Tu vas chez n'importe quel imprimeur, il te l'imprime en super grand format. Tu vas à la Fnac, parfois tu as des posters, tu peux l'acheter. Pourquoi tu t'amuserais à le repeindre? Pour l'exercice technique? Oui, mais la technique, c'est pas de l'art. Sinon, le fait de tresser un panier, c'est de l'art. C'est technique, hein, tresser un panier. Hein. T'as déjà tressé un panier, toi? Moi non plus. Et donc, moi, je prends ça comme un aveu de faiblesse de la technique. C'est-à-dire qu'en fait, ça montre bien à quel point cette technique picturale, de nos jours, finalement, semble absurde. On n'a plus besoin de temps technique. Parce qu'en fait, l'ordinateur fait la même chose en 30 secondes. Pourquoi est-ce que toi, tu passerais 80 heures à le faire? Et je suis désolé pour Kalchbeut, mais son tableau, aussi moche soit-il, aussi débile soit-il, ça reste de l'art contemporain qui s'inscrirait dans une mouvance, on va dire, hyper réaliste. Et donc en fait, c'est bien beau de louer la technique, mais la technique en fait ne fait rien. D'accord? La technique ne fait rien, ça ne fait pas une belle œuvre d'art, ça ne fait pas une bonne œuvre d'art. Et il faut dire ça aux deux Ludus, là, genre Missor et puis Barbare Civilisé, avec leur buste tout moche, qui veulent te revendre. Hein. Ils font une vidéo genre, ouais, tu vois, nous on rejette la modernité, le tout en faisant une vidéo sur YouTube, mais ouais, non, on rejette la modernité, pas de modernité, tu vois, on fait des bustes trop moches, mais on va te les vendre, tu vois, comme ça toi aussi tu pourras lutter contre l'art contemporain en nous donnant du fric. Enfin, clairement, dans un projet totalement absurde, tu peux pas reprocher à l'art son mercantilisme pour dire, vas-y, moi je te refile comme ça ma statue là. On s'en fout, je veux dire, enfin, quel est le projet, quel est l'intérêt? Là, pour moi, je vois un objet de décoration, je ne vois pas une œuvre d'art, je vois un objet de décoration. Et on revient à ce qu'on disait avant avec Bruno Le Salé, sa conception de l'art, c'est un objet de déco, ce qui n'est pas l'art. L'artiste contemporain a rejeté la beauté, alors va falloir assumer les conséquences, car oui, peut-être que la beauté est subjective, mais en tout cas la laideur ne l'est pas, et des trucs laids, Dieu sait qu'il y en a dans l'art contemporain. La beauté est subjective, mais la laideur n'est pas subjective. Mais c'est quoi cette phrase débile? Enfin, ça sort d'où, ça, encore une fois? Bruno, dans ta tête, quel est le projet? Quel est le projet quand tu as prononcé ces mots? La laideur n'est pas subjective. Mais encore une fois, lorsque Monet, je reprends le même exemple, mais il se faisait défoncer à l'époque par les critiques, parce qu'il trouvait ça dégueulasse, parce qu'ils n'étaient pas, mon Dieu, la technique et tout, c'est pas terrible. Comment tu peux dire que la laideur est objective? Combien de personnes en voyant certaines œuvres ont eu comme seule réaction, sérieux, ça se vend aussi cher cette merde? Moi aussi je peux faire ce genre de gribouillis. Ah, et puis on en arrive à fameux argument, le même que Kalchbeut, là, juste avant. Je peux le faire, mon enfant de 3 ans peut le faire, etc. Alors oui, alors fais-le, d'accord? C'est toujours pareil, si tu penses que tu peux le faire, tu le fais. Hein, voilà, c'est pareil, si tu penses que tu peux le faire, tu peux le faire. Hein, voilà. Mais sauf qu'en fait, il suffit pas de le faire, parce qu'en fait, faut bien comprendre que si jamais tu t'amuses juste à faire une reproduction, ça va pas nécessairement être une œuvre d'art pour autant. Tu vas juste refaire quelque chose que quelqu'un a déjà fait. Et puis si jamais tu as déjà tenu un pinceau, tu vas voir que c'est un peu plus compliqué que ça, que c'est difficile d'avoir la bonne texture, enfin, il y a quand même un certain savoir-faire. Et puis si jamais toi tu t'amuses à refaire quelque chose que quelqu'un a déjà fait, bah t'as pas la primauté de l'idée, donc c'est moins drôle. C'est-à-dire que si moi maintenant je prends un urinoir, je le prends et je l'expose, et je dis ouais j'appelle ça l'urinoir, voilà c'est conceptuel, c'est du ready-made, ça a déjà été fait. Les gens vont être beaucoup moins intéressés par ce que je viens de produire. Ce sera une piètre imitation, ce sera de la merde. Car ce qui nous émerveille avec l'art, c'est de se dire que des gens ont été capables de produire des œuvres d'une immense beauté. On sait de suite au premier coup d'œil que la réalisation d'une telle œuvre a demandé un travail considérable et un talent exceptionnel. Par exemple, regardez ces tableaux de Jehan Georges Vibert. On dirait des putains de photos, c'est incroyable. Et ça, c'est l'art que tout le monde comprend, c'est aussi simple que de voir un paysage magnifique. Ok, donc là il nous montre les magnifiques tableaux qu'il trouve trop beaux, alors moi je suis désolé, je ne trouve pas ça magnifique, je trouve qu'il y a des tableaux dans la même période qui sont bien plus beaux. Après, il est très content de montrer que c'est hyper réaliste, ok, bah du coup il y a le mouvement de l'hyper réalisme en art contemporain, on en a déjà parlé, pourquoi ça et pourquoi pas ça? Et puis tout le monde comprend, je sais pas, il faut comprendre quoi? Dis-nous ce qu'il faut comprendre, moi je sais pas, moi, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Tout le monde comprend. Michelangelo a taillé son David dans un seul bloc de marbre durant environ 4 ans. Michael Heiser nous a proposé au Kunchi Museum de Los Angeles l'évitalité de masse, un rocher de 340 tonnes posé sur une tranchée pour un coût total de 10 millions, car ça a été un bordel pour l'amener jusqu'ici. Les deux sont considérés comme des œuvres d'art grâce à d'énormes enculés appelés critiques d'art qui vont trouver une explication dans cette merde. Attends, on va revenir aux fondamentaux. C'est pas parce que ça et ça c'est de l'art que ça veut dire que les deux se valent. Souviens-toi, toi et moi faisons des vidéos, tes vidéos ne valent pas les miennes. Et encore heureux. Toi tu débites de la merde, t'as rien compris. Qu'on se le dise, je pense qu'une grande partie des artistes qui s'orientent sur les branches qui ne demandent aucun talent de l'art contemporain le font uniquement car justement ils n'ont aucun talent et qu'il y a des subventions ou du fric à la clé. Ok, du fric à la clé, des subventions, mais est-ce que tu vas détailler? Non, bien évidemment que non. Donc en fait là, toi qui regardes sa vidéo et toi qui ne t'es pas posé la question, pose-toi la question. Pourquoi est-ce que tu n'as pas tiqué à ce moment-là? Parce qu'il va pas expliquer tout ça. Il parle pas de subventions à me donner, il va parler du 1% artistique, mais on va y revenir.
où on a 1% de la création de tout un tas de trucs qui doit être versé dans une œuvre d'art contemporaine. Et on est d'accord que ça concerne qu'une minorité. Sur Wikipédia, je vois qu'il y a 12 000 œuvres qui ont été créées. Il y a plus que 12 000 œuvres d'art contemporain dans le monde. On est d'accord là ou pas? Donc détail, Bruno, détail. Et puis ceux qui ont cru Bruno sur parole, posez-vous des questions sur à quel point vous êtes attentif lorsque vous regardez une vidéo. Bon, après là, tu nous fais tout un charabia sur la musique contemporaine. Alors, j'y connais strictement rien en musique contemporaine. Donc, je vais pas diffuser l'extrait en entier, je serai incapable de le corriger. Par contre, il y a un truc qui est très marrant, c'est que dans ton petit exposé sur la musique contemporaine, tu dis oui, mais tu comprends, pour faire de la musique comme ça, déstructurée, c'est dégueulasse, c'est inaudible, mais bon, il faudra une vraie connaissance et tout, etc. Et tu dis, moi, j'ai fait 7 années de conservatoire, donc je sais ce genre de choses. En fait, ce qui est bizarre, c'est que tu ne te rends pas compte qu'effectivement, tu as fait 7 années de conservatoire, donc tu as quelques petites connaissances en musique, et donc quelques petites connaissances en musique contemporaine. C'est que tu ne te dises pas que pour l'art contemporain, c'est pareil. Un mec qui ne connaît pas la musique contemporaine, il va dire « Ouais, mais c'est juste un débile qui a fait n'importe quoi. » Mais toi, tu sais que c'est pas le cas, c'est que c'est un mec qui a pensé son truc. Eh bien, dis-toi que lorsqu'un mec fait de l'art contemporain, c'est pareil. C'est que le mec, il a pensé son truc. Mais peut-être que vu de l'extérieur, on a juste l'impression que le mec, il a fait n'importe quoi, qu'il n'a pas réfléchi, qu'il n'a pas pensé. Pourquoi ce deux poids deux mesures que tu n'expliques jamais entre la musique contemporaine et l'art contemporain? Il n'y a pas juste un domaine où tu t'y connais un peu et un domaine où tu t'y connais juste que dalle? Et ça explique ton deux poids deux mesures? Bon, là, il nous parle du marché de l'art et tout, la CIA qui a essayé de... Bon, on s'en fout un peu. Ma question, c'est surtout pourquoi est-ce que tu nous dis que le marché de l'art apparaît en 1980 quand le marché de l'art, un simple tour sur Wikipédia, voilà, je suis pas expert en marché de l'art, mais je tape, voilà, je cherche, je tombe sur le 16e siècle. Donc, il va falloir m'expliquer, d'accord? Il va falloir m'expliquer comment tu trouves 1981, surtout dans ta vidéo, t'as aucune source. Mec, ta vidéo, ça fait clairement amateur, d'accord? On ne fait pas le même travail, hein. C'est des institutions qui décident de la valeur de l'œuvre. C'est un peu le rêve du capitalisme, de créer de la valeur à partir de choses qui n'en ont pas. Il suffit que des institutions disent que je ne sais quel artiste est un génie, et que son bidet mis à l'envers est une œuvre d'art pour leur vendre une somme astronomique. Et là, tu nous parles d'institutions qui décident de la valeur d'une œuvre, mais de quoi tu parles, mec? C'est toujours pareil. Et là, je parle aux spectateurs. Vous qui avez regardé la vidéo de Bruno Le Salé, est-ce que vous avez tiqué à ce moment-là? Est-ce que vous vous êtes dit, mais de quelle institution il parle? Il ne dit jamais de quoi il parle, Bruno. Il ne dit jamais de quoi il parle. Et donc, vous, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille pour vous dire, mais ce mec est en train de m'embobiner, il sait absolument pas de quoi il parle, il me dit institution, et puis moi, je suis là, oui, institution, institution, hop, et je suis bêtement sans réfléchir. Le mec n'a aucun argument. S'il y a une institution qui fixe le prix des œuvres d'art, moi, je veux bien, mais qu'on me prévienne. Mais à ce moment-là, je veux son nom à cette institution. Je veux son nom. Qui la régit, qui y est, qui y siège. Et là, surtout, Bruno Le Salé mélange tout et n'importe quoi. Il mélange le marché de l'art avec simplement l'art contemporain. C'est pas parce qu'une œuvre vaut cher que c'est une bonne œuvre. Avengers Endgame, c'est pas une bonne œuvre, mais ça vaut cher. Et ça rapporte cher. Le prix que les gens vont payer n'a rien à voir avec la valeur artistique de l'œuvre. Et en fait, ce que tu ne comprends pas, Bruno, c'est que par exemple, en fait, les grands bourgeois, ceux qui vont s'acheter les œuvres d'art, comme tu dis, pour les faire monter leur valeur, etc., pour déduire de l'ISF, je sais pas, tu parles longuement de l'ISF, mais l'ISF n'existe plus en France. Ce que tu ne comprends pas, c'est que sociologiquement, le bourgeois, il a une pratique de l'art qui est totalement différente de moi, par exemple. Alors, les Pinsons Charlot, ils ont fait un livre sur les grandes fortunes, ils ont parlé de leur rapport à l'art, et en fait, pour eux, l'art, c'est une pratique sociale, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des œuvres d'art chez soi pour en parler, pour montrer, pour se mettre en valeur, pour se mettre en scène. Alors qu'au contraire, la lecture va être une pratique solitaire, et le bourgeois, lui, c'est quelqu'un de plutôt mondain, d'accord? Il a besoin de montrer sa fortune, et puis et donc, il va moins lire. Il va peut-être avoir une belle bibliothèque pour la montrer, mais il va pas lire forcément ce qu'il y a dedans. Et donc, ça fait qu'il y a des gens qui sont peut-être dans des classes inférieures, qui ont une meilleure connaissance de l'art que les grands bourgeois qui achètent ces œuvres d'art-là. Tout simplement parce que ces gens-là vont lire sur l'art. Et cette lecture va leur permettre d'accéder à des connaissances. Et donc, leur avis va être bien plus érudit que l'avis des grands bourgeois. Et il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, je préfère celle de nos homologues belges que celle de Nantes qui aurait pu être faite par un clodo en redescente de crack. Ouais, et pour tes statuts là de trucs qui pissent, est-ce que tu t'es demandé pourquoi est-ce que tu préfères le mac and peace, je sais pas comment ça se prononce, à Bruxelles plutôt que le truc dans la statue royale là à Nantes là? Pourquoi? Tout simplement peut-être parce qu'il a toujours été là et que du coup forcément tu vas l'accepter beaucoup mieux si tu as grandi avec. Et si tu dis que c'est de la merde, il va falloir argumenter. D'accord, moi je trouve pas cette statue magnifique, mais je trouve pas non plus le mac and peace magnifique. C'est tout dans l'intérêt des artistes de s'aligner sur le 1% artistique. Dans l'exemple du CHU de Rouen avec leurs fresques dégueulasses, il s'est passé quoi à votre avis? Ils ont appelé les institutions, ont dit « Bonjour, il nous faudrait une œuvre à 100 000 €, est-ce que vous avez ça dans votre catalogue ?» Cette merde coûte 100 000 € car tout simplement, il leur fallait une œuvre à 100 000 € à cause du 1% artistique. Donc là, tu nous parles enfin de ces 1% artistiques. Alors en fait, c'est ce qu'on appelle tout simplement une politique culturelle, c'est tout simplement pour créer des œuvres nouvelles, pour mettre en valeur des œuvres nouvelles. Alors qu'il y a des dysfonctionnements, peut-être, mais c'est pas toi qui n'es pas expert qui va nous les révéler. On est conscient, t'es conscient de ça, que c'est pas toi qui va nous révéler qu'il y a des abus.
Ou alors, il va falloir que tu nous donnes des sources, que tu fasses des recherches et que tu nous donnes des sources. Voilà, tel grand critique d'art, telle personne spécialisée dans l'art a investigué et nous a trouvé tel ou tel dysfonctionnement. Mais toi, Bruno, t'en sais juste que dalle. Je te remets à ta place, mais c'est bienveillant, tu comprends? C'est pas parce qu'une œuvre est chère qu'elle sera adaptée à l'endroit où elle sera posée. Tu choisis une œuvre pour embellir un endroit et en restant cohérent avec l'environnement autour. Exemple, le bouquet de tulipes de Jeff Koons dans le jardin des Champs-Élysées. Après, on a cette magnifique connerie, donc une œuvre d'art, c'est pour embellir? Non, toujours pas, toujours pas. L'art et le beau, ce sont deux choses différentes. Et puis surtout, embellir, je maintiens ma position, Bruno confond art et décoration. Voilà. Et puis, il va bien sûr juste à nous dire que lorsqu'il y a un contraste entre une œuvre d'art contemporaine et un bâtiment plus classique, derrière, eh bien, c'est dégueulasse. Alors, il va falloir le prouver encore une fois. Bah oui, il va falloir le prouver. C'est toujours pareil. Tu peux pas juste donner des adjectifs comme ça, dégueulasse. Juste parce que tu as un présupposé faux que le lait est universel. Moi, j'aime bien ce que tu appelles le jardin de l'Élysée. Je connais pas, je suis jamais allé là-bas, hein, mais avec la tulipe et puis le palais derrière, moi, je trouve ça plutôt marrant. Je trouve ça intéressant, voilà. Pour reprendre le même mot que toi, c'est intéressant. Et puis surtout, on va réfléchir un peu, mais regarde un peu. Est-ce que cette pyramide du Louvre, qui est une œuvre récente, est-ce que c'est dégueulasse avec le Louvre derrière? Hein, vraie question, est-ce que c'est dégueulasse? Et je pense qu'il faut surtout arrêter de fantasmer cette ville homogène. Vous savez, on n'aura que des bâtiments anciens, bien que des bâtiments nouveaux, etc. Parce qu'en fait, en vrai, ça existe très peu, d'accord? Moi, je connais deux exemples de villes qui sont à peu près homogènes. Il y a Pyongyang en Corée du Nord, et c'est une ville magnifique. Et bon, peut-être qu'on va montrer que les beaux quartiers aussi durant mon magnifique voyage en Corée du Nord, où j'étais sur mon rail à prendre des photos. Là, on me disait de prendre des photos. Et la deuxième, c'est Brasilia. Brasilia, qui est une ville extrêmement récente, qui est sortie de nulle part. Ben, je suis pas sûr que si tu vas à Brasilia, déjà, tu trouves la ville très sympathique à vivre, parce que, bah, clairement, en fait, on a des grandes allées, des grandes autoroutes pour bien circuler et tout, mais le piéton est complètement oublié. Et puis, personnellement, je trouve pas l'architecture formidable. Je la trouve pas très intéressante, voilà, pour reprendre ton argument, je la trouve pas très intéressante. Non, voilà, Brasilia, c'est pas une ville que j'ai trouvée vraiment très belle. Mais elle est homogène, hein, le centre-ville est totalement homogène. Donc en fait, ton problème, c'est pas une question de contraste. Hein, c'est pas une question de contraste, parce qu'il y a forcément des contrastes. Quand t'as ta bouche de métro qui est Art Nouveau, elle contraste avec le reste. Tu vas pas dire c'est dégueulasse. La tour Eiffel, elle contraste avec le Louvre. Tu vas dire c'est dégueulasse. Et puis surtout, le problème, c'est que vu que tu veux garder ton cerveau chaste de toute pensée, de toute réflexion, Bruno, et nous ferons en sorte que tu restes chaste, la question c'est pourquoi est-ce qu'on place une œuvre d'art là, au milieu du jardin de l'Élysée? Pourquoi cette œuvre-là? Mais il faut accepter de se poser la question, il ne faut pas être là genre « Oh mon Dieu, ma chasteté, ma chasteté !» Il faut se poser la question, parce qu'en fait, il y a toute une question de la légitimité à placer une œuvre d'art à un endroit spécifique. Si toi, tu places une œuvre d'art en plein milieu du palais de Versailles, c'est que tu vas lui donner de l'importance, tu vas lui donner de la légitimité. Tu vas dire cet art-là est légitime également. Et lorsqu'on va faire des œuvres d'art éphémères sur des monuments historiques, ça va permettre de remettre en valeur ce monument historique, de pouvoir le remettre au goût du jour. C'est-à-dire qu'on va reparler de ce monument-là. L'artiste Christo s'amuse à emballer des monuments. Et lorsqu'il emballe son monument, et toi, tu te poses la question, ah oui, tu remarques ce monument que tu ne voyais plus parce qu'il manque. Il y a toute une réflexion là-dessus. Le but là, c'est pas de dire c'est beau ou c'est laid. Le but, c'est que toi, tu le remarques. C'est qu'on reparle de ce monument. Bruno, sors de ta chasteté. Réfléchis un peu. L'art dans l'espace public devrait être au service du peuple et de ce qu'il désire pour embellir son quotidien. Et non, je suis désolé, l'art ne doit pas être au service du peuple. Ça sort d'où cette connerie? L'art doit être au service du peuple. Je vais te raconter un truc. Dans le bouquin de Tolstoï, donc je t'ai dit, après il s'en prend à la modernité, vous savez, à Monet, à Verlaine, à Baudelaire, etc. Et il dit, l'art, en fait, il y a deux façons de concevoir l'art. Il y a l'art actuel à son époque, du coup, qui considère comme un art élitiste. Donc pour lui, Monet, etc., c'est élitiste. Il ne parle plus au peuple. Il dit, l'art doit parler au peuple. Et pour lui, le seul art qui parle au peuple, c'est l'art chrétien. Donc voilà, donc on est là-dessus. Je ne suis pas sûr que si toutes nos œuvres d'art actuelles, ça soit des chemins de croix, tu sois particulièrement ravi. Et surtout, non, je pense qu'il ne faut pas donner au peuple ce qu'il veut, parce que le peuple, en fait, de toute façon, n'a aucune idée de ce qu'il veut, et surtout, il veut de la merde. Hein, voilà, ça me semble assez évident. Lorsque on propose au peuple, voilà, on dit, oh, qu'est-ce que tu vas aller voir au cinéma? Qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir Avenger. Hein, Avenger en de gamme. Bas de gamme. Et puis, il y en a certains qui prennent je vais utiliser un anglicisme atroce, des screenshots, des captures d'écran, en disant « Oh, regarde, c'est magnifique », et puis ils vont les poster après sur Twitter en disant « Oh, regarde, c'est le plus beau plan du monde », alors qu'en fait, c'est juste une bouillie numérique dégueulasse. Donc en fait, non, le peuple, on ne peut pas lui donner juste ce qu'il veut, parce qu'on donne juste ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'on rentre dans une logique mercantile de consommation. Et surtout, l'artiste est censé être maître à bord, c'est lui qui décide quelle vision il a, c'est lui le génie. Et c'est à nous de lui courir après. Ce sont des parasites qui ne vivent qu'au crochet de la société en s'abreuvant de subventions, crachant sur la main qui les nourrit et qui retire par égoïsme la beauté du quotidien des Français. Bon, là, on se tape vraiment
le discours débile de droite. C'est pour ça qu'en fait, clairement, je ne supporte pas ces gens-là. C'est-à-dire que c'est vraiment, oh mon Dieu, ouin ouin, ce sont des parasites, ouin ouin, ils nous volent des sous, ouin ouin, ils volent des subventions. Mais quelle subvention? De quelle subvention tu parles? Ce sont des gens, c'est-à-dire qui vont râler parce qu'il y a une politique culturelle en France, qui fait que la France n'est pas encore totalement, je dis pas encore totalement une colonie américaine. Bon, bien, Bruno Le Salé, lui, c'est un Américain pur jus, hein, voilà, rémigration prioritaire. Hein. On le renvoie dans l'avion, il n'y a pas de souci. Hein. En fait, oui, donc j'ai l'impression que des gens de droite, dès que c'est culturel, ça vient râler, oh mon Dieu, c'est des parasites qui veulent des sous, ils veulent des sous, regarde les actes finances, etc. Ça veut donner ça veut mettre son nez dans les finances, mais ça n'y comprend rien à l'art. Ça n'y comprend strictement rien à l'art. Et pourquoi, s'il veut mettre ses nez dans les finances, ça veut faire des économies de bout de ficelle, etc., pour payer moins d'impôts? Et clairement, c'est un discours de droite, parce que tout simplement, si tu veux de l'argent, ce ne sont pas des économies qu'il faut faire sur la culture, ce ne sont pas des économies qu'il faut faire sur les hôpitaux, ce ne sont pas des économies qu'il faut faire sur l'école. L'argent, on sait où il est. Hein, n'empêche, ces profs, ils sont trop payés, toujours en vacances, hein, toutes les 7 semaines sont en vacances, hein, 2 mois de vacances en été, hein, quand t'as mis la France. Hein. Pas étonnant que ça part en couille. Voilà, pour moi, c'est exactement le même discours. Mais par contre, ils y connaissent strictement rien à l'éducation, rien à la culture, rien à la santé. Mais ils ont un avis sur tout, hein. Vive la démocratie. J'adore la démocratie. C'est à la majorité de décider ce qu'elle a envie de voir et financer dans la rue. On est en démocratie après tout. Vive la démocratie. Et en fait, là, je suis obligé de me couper parce qu'en fait, j'ai totalement oublié de parler d'un point essentiel de ton discours. Quand tu parles de s'embellir, d'embellir, que l'art doit servir à embellir, en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que l'art doit servir à rendre, entre guillemets, le quotidien des Français beau, tout simplement pour qu'ils oublient leurs conditions sociales, pour qu'ils ne se rebellent pas. En fait, tu défends là un art conservateur, un art qui est là juste pour maintenir l'ordre établi. C'est de ça dont tu es en train de parler, de maintien de l'ordre établi. Et donc, en fait, tu nies tout simplement la possibilité de l'art et même la vocation que peuvent avoir certains artistes à provoquer, justement, et à aller dénoncer les travers de la société. C'est ça que tu es en train de faire. Et donc, effectivement, oui, tu as une vision purement réactionnaire de l'art. Tu veux un art innocent qui maintient l'ordre établi. Et en fait, j'en ai déjà parlé. Là, ta réaction, en fait, c'est une réaction typiquement prolétarienne. Alors, c'est pas une critique, c'est un fait, un constat. J'en ai parlé dans ma vidéo sur les mots. En fait, Bourdieu s'était amusé à regarder un peu quelles étaient les valeurs qui étaient transmises par l'école, et en fait, il s'est rendu compte que lorsqu'on était dans des classes sociales extrêmement défavorisées, milieu socio-culturel, en fait, on va avoir une tendance à se raccrocher à ce qui a été donné en culture scolaire. Et donc, là, pour lui, c'est l'art qu'il appelle classique, même si, bon, c'est plus compliqué que ça à définir. Et c'est pour ça, je pense, qu'il arrive à accepter Monet, etc., comme étant de l'art classique, parce que tout simplement, ça fait partie de sa culture, cette culture qu'il a appris à l'école, cette culture à laquelle il peut se rattacher. Alors que quelqu'un qui va avoir peut-être plus d'aisance culturelle, parce qu'il appartient à un milieu socio-culturel un peu plus élevé, ou du moins un milieu culturel plus élevé, il va fréquenter des œuvres beaucoup plus souvent, et donc il va avoir plus de facilité en fait à se détacher de ces références culturelles-là qui ont été transmises par l'école. Et en fait, Bruno, on ne peut pas lui en vouloir. En fait, Bruno est juste l'expression de sa classe sociale. Mais ça n'empêche pas qu'il doit fermer sa gueule, on est d'accord. Alors les Pinson Charlot, dans leur bouquin, ils expliquent qu'en fait jamais un prolétaire n'arrivera à rattraper en fait le retard culturel qu'il a sur les super riches. Et malheureusement, c'est sans doute vrai, mais moi je pense, c'est en tout cas ma croyance, peut-être mon unique croyance, je pense que ça vaut le coup d'essayer, ça vaut le coup justement de s'y intéresser, ça vaut le coup d'essayer de se plonger un peu dans le grand bain et de ne pas laisser la culture, l'art de manière générale, aux seuls grands bourgeois. Si c'est bon pour eux, il n'y a pas de raison que ça soit pas bon pour nous. Les luttes que porte l'art contemporain ne touchent uniquement ce que j'appelle le militantisme de PNJ, c'est-à-dire le militantisme avec lequel tout le monde est d'accord et qui n'apporte plus rien. Le militantisme le plus lisse possible. Bon là, ça pue l'inculture encore une fois, enfin je sais pas, franchement. Tu as dit au début de ta vidéo ne rien y connaître en œuvre d'art contemporaine. Et vu que tu as dit ça, comment est-ce que tu veux qu'on te croie lorsque tu dis oui, les artistes ils dénoncent jamais ceci, ils dénoncent jamais cela, ils dénoncent que ça ou que ça? T'en sais rien, t'en sais juste rien, vu que tu connais pas. Donc pourquoi tu ouvres ta gueule? Pourquoi tu ouvres ta gueule? Et puis surtout, c'est bien marrant de faire oui, c'est un peu de l'art institutionnel, etc. Mais en fait, mec, tu débarques d'où? En fait, ouais, ma question elle est simple, c'est d'où tu débarques? Parce qu'en fait, l'art institutionnel, ça a toujours existé. Et par exemple, si je te montre ça, tu vas me dire, oh, c'est magnifique, c'est un tableau classique, il y a de la technique, il y a de la beauté. Oui, monsieur génocide, oui, monsieur génocide. De la technique et de la beauté. Oui, de la mimésis, monsieur. Ouais, ok, sauf que ça, c'est un tableau de rideau. Un tableau de rideau qui a été commandé, une œuvre de commande qui est une œuvre de pouvoir, on voit tous les symboles de Louis XIV. Et puis au début, c'était pour son petit-fils, le roi d'Espagne, pour montrer, attendez, regarde, mon grand-père, c'est ça, hein? Regarde, tu me fais chez moi, tu fais chez mon grand-père, et mon grand-père, t'as vu la stature qu'il a? Donc en fait, c'est une œuvre profondément politique. L'art a toujours été manipulé par la politique. En fait, on a vraiment l'impression que
que t'es un nouveau-né, que tu découvres le monde. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il y a cette œuvre-là qui existe, qu'il n'y avait pas d'œuvre à côté qui critiquait Louis XIV. Les fables de Jean de La Fontaine. La question c'est qu'est-ce qu'on va faire de toi, Bruno? Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Est-ce que tu vas continuer à faire des vidéos sur des sujets que tu ne maîtrises pas? Ou est-ce que tu vas te remettre en question, te rendre compte que tu n'as pas à parler sur ces sujets-là, à moins de t'être renseigné profondément? Qu'est-ce qu'on fait de lui? Est-ce qu'on continue à regarder ses vidéos, sachant qu'il raconte n'importe quoi? Ou est-ce qu'on décide d'utiliser un tout petit peu mieux son temps? Parce que rappelle-toi, le temps que tu as perdu à écouter ces non-arguments, tu vas jamais le rattraper. Et lorsque tu mourras, quand tu seras là, agonisant sur ton lit de mort, tu te diras peut-être, j'aurais peut-être dû lire un vrai livre, j'aurais été moins con.